Bonjour à toutes et tous. Alors les présentations qui ont eu lieu jusqu'ici ont majoritairement été plutôt des constats ou des bilans. Quoi de plus normal finalement, parce qu'on est arrivé à la fin finalement d'un processus de décolonisation et de rééquilibrage entre communautés qui a été entamé il y a une trentaine d'années, et donc je ne vais pas déroger à la règle puisque moi aussi je vais faire également un certain nombre de constatations, et plus particulièrement donc comme le dit le titre de cette présentation, sur le thème du patrimoine. Alors ma présentation, elle va s'articuler en 4 parties. C'est le côté enseignant qui l'emporte sur le côté chercheur aujourd'hui, parce que j'ai besoin de définition, parce qu'en sciences humaines, les mots ont leur importance, bien entendu, mais suivant les différentes disciplines, ils n'ont pas forcément tout à fait toujours le même sens. Donc ensuite, on fera donc le constat en ce qui concerne les pratiques actuelles ou passées mais récentes en matière de patrimoine, et ce que je pense du coup être une partie de leurs conséquences. Et puis ensuite viendra le temps des contre-propositions, où j'exposerai volontairement le cas d'un patrimoine qui en Nouvelle-Calédonie est le patrimoine qui quelque part est le plus clivant, celui qui est perçu ou dit colonial, et sur les différentes manières qu'il existe à mon sens de se l'approprier. Alors ça me fera une transition toute trouvée avec une ouverture en fin de présentation sur ce qui a été fait dans d'anciens pays colonisés ayant depuis longtemps accédé à l'indépendance, et voir ce qu'eux ont fait de leur patrimoine colonial. Alors tout d'abord, je vous ai parlé de définition. Donc, parmi ces définitions et ces constats, eh bien, il y a tout d'abord la notion de patrimoine. Alors étymologiquement, le mot patrimoine, c'est à peu près la même chose que le mot héritage. C'est en tout cas à ça qu'il est lié dans l'esprit dans l'esprit des gens. On hérite d'un bien patrimonial, celui de ses parents, par exemple, à leur mort, un livre, une automobile, une maison, que sais-je encore. Et on pourrait considérer, donc dans le cas du patrimoine culturel, c'est le cas qui va précisément m'importer aujourd'hui, même si je sais qu'en Océanie, la notion de patrimoine culturel et de patrimoine naturel est extrêmement floue, mais je vais me concentrer sur le culturel. Et donc on hérite, si vous voulez, quelque part un peu les vestiges archéologiques des gens qui nous ont précédés, par exemple. Alors, toutefois, la notion de patrimoine, elle est à mon sens plus complexe, et particulièrement parce qu'elle est à dissocier de la politique de gestion du patrimoine qui, elle, est réalisée par les institutions. En Nouvelle-Calédonie, cette compétence est exercée par les provinces. Les vestiges, les savoirs qu'on trouve, qu'on retrouve, qu'on conserve, eh bien, ça constitue ce que j'appellerais des biens patrimoniaux. Et justement, bien, le bien patrimonial, qu'il s'agisse d'un monument, qu'il s'agisse d'un savoir oral, d'une technique, d'une ruine, d'un fragment archéologique, etc., eh bien, constitue pas, à mon sens, le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est une notion qui est abstraite. C'est une notion qui est mentale, c'est une production intellectuelle, c'est une résultante de notre capacité sociale. Le patrimoine, c'est le fruit de notre faculté, en tant qu'être humain, à nous insérer dans le temps, dans un ou plusieurs groupes sociaux dont certains peuvent éventuellement avoir disparu. Pour faire simple, le patrimoine, ce n'est pas défini du coup par les biens patrimoniaux eux-mêmes, mais par le rapport qu'on choisit en tant que personne à créer avec ces biens en question. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est le lien et pas le bien lui-même. Alors, pour reprendre une formule qui me tient à cœur et que je tiens de Pierre-Yves Baluc et de mes années de formation à la Sorbonne, le patrimoine, c'est ce qu'une société accepte ou refuse d'une autre pour se construire elle-même. Alors si le patrimoine, du coup, c'est le lien qu'on choisit ou non de créer avec une ou des sociétés plus anciennes, eh bien on comprend donc que le patrimoine des uns ne peut pas être le patrimoine des autres. Alors on a aujourd'hui des dehors d'universalité, on a parlé d'ailleurs avec Géraldine à l'instant des notions de patrimoine mondial. En Océanie, le Grand Marais de Taputapuatea sur l'île de Raiatea a récemment été incorporé donc dans ce patrimoine mondial. Mais puisque le lien patrimonial est affaire de choix, comme je viens de vous le dire, eh bien, il est évident que tout le monde ne se choisit pas le même patrimoine. Alors on parle bien sûr des journées du patrimoine, mais ça, ce sont des journées qui valorisent les politiques de gestion des biens et qui, derrière, valorisent les institutions qui font les journées du patrimoine. Vous comprenez que c'est différent
la politique de gestion elle-même et le lien patrimonial. C'est deux choses complètement différentes. Le touriste qui visite un site un jour de journée du patrimoine, il ne fait pas sien celui-ci. Donc là encore, pour écourter mon propos, on ne peut pas parler d'un patrimoine, mais on doit nécessairement toujours parler des patrimoines si on les considère au moins du point de vue scientifique. Donc c'est donc là que se situe la limite entre le patrimoine qui est perçu de manière officielle et qui n'est en réalité que sa gestion politique, et au sens premier du mot, et de l'autre, la dimension sociale qui est acceptée ou refusée par le peuple ou ses constituants et qui en est finalement l'essence même. Et vous avez ici cette phrase que j'aime bien, le patrimoine du breton ou du corse n'est pas le même, ni celui du plombier, celui de l'énarque, de l'aristocrate ou du peuple, etc., celui d'une génération ou celui de l'autre, toujours de Pierre-Yves Balu, qui était enseignant quand j'étais moi-même étudiant. Donc, il est peut-être un peu plus facile pour vous maintenant de voir où est-ce que je veux en venir, c'est-à-dire que la question du patrimoine en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas quelle politique on choisit de mener réellement, c'est plutôt l'interrogation suivante, c'est comment faire adhérer le plus grand nombre de personnes au plus grand nombre de témoignages matériels ou immatériels disponibles. Alors, évidemment, la réponse, je ne l'ai pas. Elle est complexe, et d'autant plus complexe que la société calédonienne contemporaine, elle est le fruit d'une histoire récente qui est faite de multiples plaies, de multiples fractures, avec des clivages ethniques, sociaux, identitaires, des politiques coloniales coercitives, la coexistence des foi catholiques et protestantes, qui dans certaines régions a aussi mené à des quasi-guerres de religion, qui ont donc profondément segmenté cette société, et ce ne sont malheureusement pas le rééquilibrage récent et les efforts même importants consentis par tous ces 30 dernières années qui auront résolu le problème. Donc je le disais en introduction, le patrimoine, ça s'apparente à l'héritage, c'est d'ailleurs pour ça qu'en anglais on ne possède qu'un seul mot, on dit heritage. Il faut donc, comme dans le cas d'une succession, eh bien, considérer et recenser les héritiers potentiels. Et des héritiers potentiels, il y en a en réalité deux types, soit des héritiers par lignage, ça ce sont les descendants des condamnés du bagne vis-à-vis des vestiges du bagne par exemple, les descendants de tel ou tel ancêtre à l'intérieur de tel ou tel clan, par exemple, ou des héritiers qu'on peut considérer comme spirituels, les Calédoniens gaullistes vis-à-vis de l'engagement de la Calédonie dans la résistance, par exemple, les fidèles du mouvement indépendantiste vis-à-vis de la figure du grand chef à taille, enfin que sais-je encore. Là, on est dans le cas d'une adoption, quelque part, un peu, mais une adoption qui est ascendante plutôt qu'une adoption descendante telle qu'elle est traditionnellement dans les affaires de famille. Mais c'est un peu la même façon de faire. Donc, il y a des héritiers par lignage et des héritiers spirituels. Alors, vous le voyez bien, j'ai pris des exemples qui sont des exemples faciles, finalement, sont des filiations qui sont évidentes. Et le problème, c'est que se concentrer sur les filiations qui sont évidentes comme celle-là, eh bien, ça a le désavantage de, du coup, cliver les appartenances, segmenter les identités de plus en plus, et jusqu'à réduire, en fait, les possibles de l'inclusion au groupe le plus petit, donc au plus petit dénominateur, pourquoi pas un jour à l'individu, parce que le patrimoine que j'ai moi, c'est pas le patrimoine de ma sœur, etc., etc. Alors, c'est pour ça que fleurissent, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas trop, c'est ce qu'on disait au séminaire la semaine dernière, c'est les fêtes des communautés. Alors, vous avez les traditions, les savoirs, les savoir-faire qui sont juxtaposés dans les différents stands, puis vous allez vous servir ou vous documenter sur les différents stands. Et dans ces manifestations, il est de bon goût de mettre l'accent sur son ou ses particularismes, parce que moi, je suis d'origine indonésienne et je fais comme ci, moi, je suis d'origine kanak, je fais comme ça, moi, je suis d'origine caldoche, je fais comme ça, en prenant bien soin de toujours éviter de montrer ce qu'on fait ou ce qu'on sait, et qui, en fait, est commun à tout ce présent. Alors là, je vous ai mis cette diapo, et je remercie d'ailleurs au passage Caroline Gray qui est là, pour m'avoir ouvert les yeux sur cette série en fait, d'expositions récentes au musée de la Nouvelle-Calédonie, qui sont des expositions temporaires, au demeurant très bien, mais elles ont été dévolues au particularisme culturel. Donc une exposition sur les savoirs tahitiens, wallisiens, indonésiens, créoles, vietnamiens, vanuatu, enfin en tout cas tout ce qui compose la mosaïque culturelle calédonienne, hors du monde kanak qui lui est largement représenté dans le reste du musée. Et ces dernières années, dans le même genre,
on a vu aussi fleurir des ouvrages qui sont des monographies communales. Alors il y a un ouvrage sur Farino, un ouvrage sur La Foire, un deuxième ouvrage sur Farino, c'est la plus petite commune de Calédonie, mais il y a 2 monographies historiques sur cette petite commune. Païta, le Mont d'Or, le mémorial de Nouméa, Canala, Thiébagui, bientôt Boulou-Paris, Moindou, qui sont en cours d'être imprimés. Alors je ne veux pas critiquer ces publications qui ont un intérêt historique, d'une part parce qu'il y a un travail archivistique remarquable qui a été fait, d'autre part il y a aussi l'interrogation, l'enregistrement de tout un tas de vieux de ces différentes communes qui ont expliqué la vie autrefois dans ces communes de brousse, et c'est en termes de petite histoire, sans aucun jugement péjoratif, au contraire très intéressant. Donc tout ça c'est bien, mais par contre ce sont des ouvrages qui sont aidés par les collectivités et par les politiques culturelles, et qui, au lieu d'agir pour mettre en avant la communauté des savoirs, des savoir-faire, des connaissances et quelque part des patrimoines, eh bien mettent en avant les différences, les segmentations toujours accrues des identités. Et donc là où normalement le patrimoine dans son sens politique, c'est normalement une gestion qui est englobante, une gestion qui est une mise en commun, eh bien là on a des actions qui ont favorisé en fait finalement les divers cloisonnements. Alors je doute pas que d'ici une vingtaine d'années on ait un ouvrage sur Farino, mais Farino Nord et Farino Sud, et puis ensuite Farino Nord-Ouest, Moindou bord de mer, Moindou montagne, Moindou montagne palétuvier, Moindou bord de mer palétuvier, Moindou bord de mer plage, etc., etc., etc. Donc pourtant, des communautés différentes, à mon avis, elles peuvent créer quand même du lien avec un même vestige, même si celui-ci peut, au premier abord, sembler clivant, grâce à des formes différentes de relations qu'elles choisiront de construire avec celui-ci. Alors j'aurais pu prendre les objets et savoirs kanak, par exemple, mais j'ai choisi de prendre comme exemple le patrimoine qui est perçu traditionnellement comme colonial, car il s'agit, à mon avis, de celui qui est le plus clivant. Alors le premier exemple, c'est celui du bagne. Pour beaucoup de gens, c'est un héritage majeur, direct. Là, on a des héritiers par filiation. Pour d'autres, il s'agit d'un symbole de la colonisation, puisque la colonisation par peuplement de la Nouvelle-Calédonie s'est faite au moins au XIXe siècle dans le fait pénal. Et puis, voir une justification de la victimisation pour certains même qui vont jusqu'à parfois nier le statut de victime de l'histoire acquis par les descendants de la transportation. Alors, les cours que j'ai eu l'opportunité de donner ici à l'UNC en histoire de la Nouvelle-Calédonie m'ont amené à montrer aux étudiants au fur et à mesure des années, comme l'avait fait d'ailleurs avant moi Louis-José Barbançon, la formule n'est pas de moi, je cite, le bagne, n'est pas que le patrimoine des Blancs. Alors en effet, il y a des minorités qui ont été condamnées au bagne, elles étaient de plusieurs origines, notamment algériennes et kabyles, comme vous le voyez ici. Bien sûr que ça ne marche pas, une petite seconde, voilà. Ici, vous avez le dossier matriculaire en fait d'un transporté javanais, Tamine. Au passage, il a été exécuté à l'île Nou, c'est le dernier condamné à mort de Nouvelle-Calédonie, matricule 22004. Ici, un concessionnaire dont le nom est Nguyen, vous voyez que c'est un Tonkinois condamné au bagne. Ce kanak qui est là, c'est un des très rares transportés au bagne dont on possède le portrait. Très peu de bagnards ont été photographiés et dont on connaît le nom et le portrait. C'est Josepho, il a été condamné au bagne sous le matricule 21 876. Ici, vous avez des surveillants kanak qui travaillent comme agents civils de la pénitentiaire, et les voici ici avec leur tenue que vous voyez là, de jour, avec, vous voyez bien qu'ils n'ont pas de chaîne, ils ont des massues puisqu'ils font partie de l'administration pénitentiaire, ils en sont les agents, ils sont gardiens, porte-clés, ils surveillent, ils encadrent les activités quotidiennes des forçats, ou ils sont également membres de la police indigène chargés de ramener donc les évadés. Ce qui veut dire que le bagne, qui est souvent perçu par les Calédoniens de toutes origines comme le seul patrimoine des descendants de condamnés, d'une part c'est celui aussi des descendants de surveillants, mais il est aussi celui de toutes les communautés que le bagne a impactées. Plus avant, le bagne, il est la cause de toute une part des mauvais traitements vis-à-vis du peuple kanak, et notamment les spoliations foncières des terres kanak traditionnelles, puisque c'est la politique de colonisation pénitentiaire qui a généré les spoliations par l'administration coloniale pour que ces terres puissent être données aux libérés du bagne. Et donc sans spoliation foncière
pas de révolte de 1878, sans bagne, pas de spoliation, donc pas d'insurrection de 1878. Je suis désolé, c'est un petit côté déterministe, un peu comme analyse, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on ne peut pas dissocier 1878 de l'histoire du bagne. Et comment est-ce qu'on peut dissocier le soulèvement politique que constitue cette grande révolte kanak de sa cause première? Bon, moi, si l'insurrection kanak fait, comme j'ai dit tout à l'heure, partie du patrimoine identitaire kanak, et au moins depuis Mélanésia 2000, eh bien, le bagne fait donc aussi partie de ce patrimoine. Donc, autre exemple, à mon sens, c'est un peu plus dur, celui-là, c'est le patrimoine bâti militaire qui date de l'époque coloniale. Alors, l'essentiel de ces constructions, vous reconnaissez le fort Terimba, mais ça, c'est un tableau de Waono qui représente le fort militaire de Koné. Vous avez l'amirauté, vous avez la gendarmerie de Tomo, le fort de Kwentio, etc. Ces fortins, en fait, sont liés à une surveillance militaire qui s'est accrue dans les années 1880, après l'insurrection kanak de 1878, justement. Il est en effet depuis longtemps démontré que c'est la peur de nouveaux soulèvements de la part de la population kanak qui va pousser l'État à mettre en place des systèmes défensifs avec des murs d'enceinte, des blockhaus, poudrières, fossés, fortifications, etc. Et ces ensembles bâtis, eh bien, ils ont pour héritier par lignage, par exemple, les descendants de militaires qui ont été stationnés. Donc il y a peut-être des gens en France qui viennent de temps en temps en Nouvelle-Calédonie visiter tel fort parce qu'ils ont retrouvé un calepin de leur arrière-grand-père mentionnant qu'il était stationné dans tel fort. Il y a également des héritiers spirituels comme des descendants de colons, par exemple, qui habitaient à proximité et qui se sentaient peut-être protégés par cette installation militaire. Mais d'autres héritiers potentiels pourraient-ils pas être kanaks? Est-ce qu'on ne peut pas éprouver, par exemple, de la fierté à avoir suffisamment défié la puissance coloniale pour que celle-ci ait peur et éprouve le besoin de sécuriser ces installations? Ces fortins, est-ce qu'ils ne sont pas aussi la preuve de la résistance identitaire kanak? Alors, là-dedans, il y a un rapport entre le bien et le lien. Et c'est pour ça que vous allez comprendre mon introduction un peu longue de tout à l'heure. Il y a tout un tas de rapports qui peuvent s'instituer entre le bien patrimonial et le lien patrimonial. D'abord, on peut conserver le lien et conserver le bien. Ça, c'est le prototype du musée. Vous avez cette flèche fêtière très célèbre qui est là-haut. Elle est conservée et elle fait aujourd'hui partie du patrimoine de tous les Calédoniens. Elle est sur tous les paquets de café. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc ça, c'est, pour l'archéologue que je suis, vous comprenez, qui suis conservateur dans l'âme, forcément la meilleure des choses. On conserve le lien, on conserve le bien. On peut également maintenir le lien alors que le bien est détruit. On peut détruire tous les biens et conserver le lien patrimonial. Je vais vous donner un exemple. L'administration coloniale, elle a fait détruire les cases rondes. Est-ce que pour autant, les Kanaks aujourd'hui se sont pas réappropriés la case ronde? Et est-ce que pendant le cours du XXe siècle, alors que l'administration coloniale avait fait détruire les cases rondes, est-ce que le lien patrimonial des Kanaks à la case ronde traditionnelle, le plus bel emblème finalement de leur habitat, était rompu? Évidemment que non. Donc c'est pas parce que le lien est détruit, que le bien est détruit, que le lien est détruit également. De la même manière, si un jour il n'y a plus une seule petite maison coloniale dans Nouméa parce que les appétits des promoteurs ou la malveillance les a fait disparaître, eh bien ça n'empêchera pas le maintien du lien, pour certains au moins, avec ces vestiges. Enfin avec, en tout cas, l'image de ces vestiges qui aura survécu. On peut aussi conserver le bien, mais ne pas créer de lien. Ça, c'est l'image que j'ai en bas, avec ce bas-relief que vous reconnaissez tous pour certains, enfin en tout cas ceux qui ont un certain âge. C'était le bas-relief qui ornait autrefois la statue du gouverneur Ulrich, et qui montre donc des chefs kanaks faisant allégeance aux militaires français. Donc c'est Vercingétorix devant César, hein, l'image est célèbre. Personne, dans le contexte actuel aujourd'hui, ne demanderait son exposition dans un musée. Personne aujourd'hui demanderait à ce que le bas-relief soit réinstallé sur le sol de la statue d'Ulrich. Enfin, j'espère pas, déjà. Donc aujourd'hui, cet objet, il est démonté, il est conservé, à l'abri des regards quelque part, je ne sais pas trop où il est, mais le lien patrimonial avec ce vestige, aujourd'hui, il est inexistant. Donc on peut aussi conserver le bien et détruire le lien patrimonial. Mais surtout, on peut conserver le bien en retournant et en inversant le lien. C'est un peu ce que j'ai commencé à faire avec les vestiges militaires de tout à l'heure, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans de nombreux anciens pays décolonisés. C'est l'exemple avec lequel je terminerai.
La notion même de patrimoine, elle peut être perçue quelque part finalement comme coloniale, parce qu'elle est européenne d'origine, elle est européenne dans son mode actuel, en tout cas d'application. C'est une espèce de, enfin pour ce qui concerne la gestion politique des biens, il s'agit d'une espèce de machine à fabriquer du patrimoine un peu, qui est en marge dans tous les pays, y compris donc ceux décolonisés qui traditionnellement attribuaient à l'oralité ou à l'immatériel un pouvoir supérieur. Cela dit, le processus systématique de patrimonialisation, qu'on peut percevoir comme forcé parfois, dans de nombreux pays décolonisés, elle s'est aussi faite de l'intérieur. Et le patrimoine du Vietnam, par exemple, aujourd'hui, eh bien, il est perçu dans un continuum historique, incluant des éléments précoloniaux, bien évidemment, mais incluant également les bâtiments coloniaux que vous voyez ici. Donc en haut à gauche, vous avez l'opéra de Hanoï, vous avez à droite l'opéra de Ho Chi Minh City, l'ancien Saigon, la mairie de Ho Chi Minh City. Au centre, en bas, vous avez l'ancien palais du gouverneur général du Tonkin, c'est-à-dire aujourd'hui le palais présidentiel du Vietnam. Et puis à droite, vous avez l'ancienne poste de Ho Chi Minh City, qui sont parmi les ensembles les mieux conservés et surtout les mieux restaurés et puis les plus visités du Vietnam actuel. Et donc les anciens colonisés se sont appropriés des vestiges qui leur étaient autrefois interdits, des résidences officielles, des édifices publics, des quartiers huppés dans des villes autrefois qui étaient fortement ségrégées. Et ces ensembles aujourd'hui, ils sont à la fois valorisés et préservés, mais ils représentent surtout un atout politique important, parce que leur maintien en bon état s'accompagne d'un discours qui est lui-même politisé, où ces témoins constituent à la fois des signes de l'accès à la liberté et des symboles d'un retour sur l'histoire qui est perçu comme juste, qui est perçu comme nécessaire. Il en est de même pour l'architecture coloniale française, par exemple, sur le continent africain. Alors là, je vous ai mis des exemples plutôt de style art déco, parce que j'aime beaucoup personnellement l'architecture moderniste. C'est mon espèce de petit violon d'Ingres. Ici, vous avez l'Institut Pasteur de Dakar. Et puis en bas, vous avez le musée en fait, de l'IFAN, qui était l'ancien Institut français d'Afrique noire, mais qui est aujourd'hui l'Institut fondamental d'Afrique noire. Regardez le même sigle, mais on a enlevé le français au profit du fondamental. Puis à côté, ce sont à droite des images du Maroc. Et l'enjeu est, comme l'écrivait Abdoulaye Eliman Kané, de mêler en fait l'oral et l'écrit, le profane et le sacré, le traditionnel et le moderne, les valeurs occidentales et les valeurs des autres civilisations. Une phrase qui, dans le contexte culturel local, fait également sens, vous l'aurez remarqué. Alors en conclusion, selon le milieu par exemple, selon les origines sociales ou ethniques, les perceptions sont nécessairement différentes quant aux vestiges. Les facteurs de temps et de lieu sont également importantes. Par exemple, les communautés diverses qui sont arrivées en Nouvelle-Calédonie depuis 1945, est-ce qu'elles ont autant de facilité que les autres à apprécier par exemple les maisons coloniales ? Bon, probablement pas. Un Nouméen est-il forcément sensible au charme rustique des maisons de brousse dont les dispositions spatiales sont souvent héritées des grandes cases canaques, vous savez, en haut d'une colline avec une allée de pins colonnaires, etc. Ils font peut-être pas forcément toujours le rapprochement. Est-ce que les Loyalsiens sont prêts à militer pour la reconnaissance du patrimoine art déco ou moderniste exceptionnel du bâtiment de centre-ville de Nouméa ? Rien n'est moins sûr pour l'instant, en tout cas. Alors il faudra pour cela avoir accepté collectivement toutes ces parts de société calédonienne d'autrefois pour construire notre société future. Et c'est possible, puisque le Pacifique a déjà montré ses capacités de dépasser le fait colonial en termes de gestion du patrimoine, puisque Fidji a récemment classé la ville coloniale de Levuka, qui était la première capitale historique du pays, au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. La création du lien patrimonial avec ces vestiges, elle ne peut pas, à mon avis, se faire sans la formation des membres de la mosaïque culturelle du pays. Et donc le premier pas de cette formation, eh bien, c'est la découverte, c'est l'éveil des consciences, à la diversité formelle et spirituelle de l'héritage qu'on partage. Et il faut pour cela un ou des ouvrages de référence qui n'existent pas, qui sont à fabriquer, qui offrent une vision englobante du patrimoine. Je terminerai en vous disant que les vestiges matériels, ce sont des réalisations techniques. Ils équipent les sociétés selon l'adage, ils en sont le reflet. L'art est le reflet de la société, c'est comme ça qu'on le dit souvent. Mais si l'art est le reflet de la société, ou si les vestiges sont le reflet de la société, les vestiges en sont également les moteurs, puisqu'ils sont capables de posséder un rôle essentiel dans la construction sociale identitaire. Je vous remercie. Bien, merci à Louis Lagarde pour cet exposé qui a force de proposition, minima. Nous allons prendre quelques minutes, si vous le souhaitez, pour d'éventuelles questions, avant de faire une petite pause et
de donner ensuite la parole aux 3 autres intervenants. Y a-t-il des questions pour Géraldine ou pour Louis sur les thématiques que vous avez entendues? Oui. Yann. Bon, merci vous deux, c'était très très intéressant. C'est un sujet dont je connais pas grand-chose. Et ma question c'est pour toi Louis. J'étais très fascinée par le 3e exemple que tu as donné. Je crois que c'est le statue qui reste caché. Le bas-relief. Bas-relief, oui. Ce bas-relief, je pense que peut-être Monsieur Cortot pourrait peut-être nous donner des détails là-dessus. Vous connaissez peut-être mieux l'histoire que moi, mais en fait, ce bas-relief, il ornait donc le socle de la statue du gouverneur Olry, puisque c'est le gouverneur qui a été l'acteur principal de la répression de l'insurrection de 1878. Donc, quand l'ordre a été rétabli, pour reprendre une expression consacrée, on a décidé d'élever en plein centre-ville de Nouméa une statue à la gloire de l'amiral Olry. Et donc, il y a une niche en fait dans la statue, et donc un bas-relief était là qui représentait donc la scène que je vous ai montrée tout à l'heure avec les Kanaks déposant leurs armes, etc. Donc, dans les années 70, la jeunesse autonomiste calédonienne, on ne disait pas encore tout à fait indépendantiste à ce moment-là, mais on était aux prémices de la revendication indépendantiste, a commencé par faire un petit peu comme ce que Serge Cherkesov avait montré tout à l'heure, l'histoire du bikini de James Cook, avait peint ce bas-relief en red, green and gold, en couleur rasta, donc vert, jaune, rouge. Et donc l'Union calédonienne à l'époque avait sorti une carte postale de justement ce bas-relief peinture livrée en vert, jaune, rouge. Je l'ai eu en ma possession, cette carte postale, parce que Paul Grisselli me l'avait offerte il y a une vingtaine d'années de ça. Je l'ai mise dans un bouquin pour ne jamais la perdre, et dans les milliers de bouquins que je possède, je ne l'ai jamais retrouvée. Mais en tout cas, donc cet événement a eu lieu, et donc suite à ayant peur, je pense, de dégradation postérieure, ou qu'un jour carrément on déboulonne toute la statue, on s'est dit que le bas-relief c'était quand même ce qu'il y avait de plus violent, et donc c'est ce qui a été enlevé. Mais aujourd'hui, comme je le dis, je pense que honnêtement, personne militerait pour qu'on remette à cet endroit-là le bas-relief. Oui. Pardon, c'était justement ma question. En fait, c'est que c'est quelque chose qu'on aimerait bien, puis peut-être que ça reste caché, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait voir? Est-ce que c'est douloureux de regarder, mais dans un contexte d'un musée, est-ce que tu penses que ça pourrait faire, pas forcément du bien, mais en faisant du mal, susciter de la réflexion pour des gens? Je pense qu'on peut tout exposer, même des choses choquantes, à condition de tout contextualiser. Voilà, c'est la contextualisation pour éviter la récupération abusive en fait de ce qu'on peut. Voilà. Bon, après, moi j'ai un peu une vision peut-être un petit peu trop poussée de ce qu'on peut exposer ou pas. Il y a peut-être des gens qui sont plus réservés et plus voilà. Enfin, en tout cas, la question se pose. Je suis assez content de ne pas être conservateur de musée et d'avoir ça dans ma collection pour savoir à chaque fois s'il faut l'exposer ou pas, quoi. Voilà. Et je suis très content et je tiens pas à devenir conservateur de musée un jour, ne serait-ce que pour cette raison-là. Pour le coup. D'accord. Oui, Serge. C'est pas une question, c'était juste pour continuer ce que tu disais, puisque dans le sens de l'histoire, puisque tu faisais comparaison avec la statue de Cook mise en bikini, donc là le bas-relief est parti. Maintenant, ils vont enlever la statue de Cook. Qu'est-ce qui est prévu pour la statue de ce gouverneur? Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Il y a régulièrement des appels, voilà, bon, qui restent pour le moment encore un petit peu modestes ou un peu confidentiels, mais ça pourrait très bien un jour être une des actions menées. Effectivement, la statue pose problème. Elle serait beaucoup mieux dans une cour, à l'arrière-cour de quelque chose, avec un panneau contextualisant justement. Voilà, au profit d'un monument qui serait peut-être un peu mieux. Bon, ça c'est encore une fois, je suis pas non plus maire de Nouméa, donc. En tout cas, il y a un avis de recherche pour la carte postale avec les couleurs si vous retrouvez cette carte postale, oui, surtout ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas que la carte postale, il y a eu des manifestations
des foulards rouges et de la première Ligue des droits de l'homme avec Jacques Bourdina, et donc des personnes qui se sont fait emprisonner par rapport aux manifestations. Et puis vous avez aussi quelque chose qui était important que me rappelait Monsieur Lepeu, c'est ce qui était écrit en bas de la cathédrale: Monseigneur Drouard a donné ce pays à Dieu et à la France. Il y a eu aussi manifestation là pour faire enlever et à la France. Comme quoi, oui, c'est pour ça que je voulais que vous répondiez en fait à la base, à ma place tout à l'heure. Parce que moi j'étais pas né en 74-75. C'est vraiment très intéressant là, cette distinction entre le bien et le lien. Et d'ailleurs, finalement, suivant l'interprétation du lien, enfin suivant comment on s'approprie le lien, le bien peut être perçu fédérateur ou objet de division. Bien sûr. Et d'ailleurs, même dans un contexte non colonial, bien sûr. Je pense à la polémique récente autour de la tombe de Franco en Espagne, hein, qui est avec le monument qu'il y a autour et les questions par rapport à l'avenir de ces pierres. Et on peut très bien faire le lien en disant, quelque part, on a dépassé Franco aujourd'hui et donc il faut le garder parce que c'est la mémoire, tout en n'étant pas franquiste. On peut très bien être nostalgique de Franco et faire du lien avec. On peut très bien vouloir que ce soit détruit parce que le lien patrimonial ne se fera qu'avec la destruction du bien. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est des choses qui sont finalement multiples. Hein. On a le droit de faire le lien qu'on veut ou le lien qu'on refuse, soit l'un, soit l'autre, avec ce qu'on veut. Mais on ne peut pas se faire imposer du patrimoine. Il faut le choisir. C'est un peu ça le... Et c'est d'ailleurs ce que prévoit le droit international, j'y reviens, puisqu'il il renvoie à l'État l'identification des biens matériels ou immatériels qui peuvent être soumis à l'inscription. Donc il y a ce travail, effectivement, à l'échelle. Mais quelques histoires montrent que le patrimoine se conserve mieux si on ne met aucune inscription dessus. Bon, les quelques histoires qu'on vient d'échanger, je suis en train de penser sur une des diapos que j'avais montré tout à l'heure. On voit l'administration néo-zélandaise qui est à Samoa, qui arrive, qui hisse le drapeau. On est devant une vieille maison en bois à 2 étages. Donc le gouverneur allemand y était, l'administration néo-zélandaise s'y est installée. Autant que j'ai pu voir sur les cartes, il n'y avait pas d'inscription. La Nouvelle-Zélande est partie. Ça a été à un moment donné le siège du Premier ministre, pas du chef d'État bien sûr, mais du Premier ministre samoan. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un bâtiment très moderne construit par la Chine. Cette maison en bois est toujours là. J'ai jamais entendu personne dire quoi que ce soit à ce sujet. Il y a quelques bureaux qui sont occupés. Elle tombe en ruine. Elle n'est pas transformée en objet de musée, en patrimoine. Les gens savent à peine que s'il y a eu là le gouvernement allemand puis le gouvernement néo-zélandais, et même il y a que quelques anciens qui savent que le gouvernement samoan était là. On passe devant et c'est tout. J'ai pas d'explication, mais moi ça me paraissait bizarre. Moi je venais toucher ces vieux poteaux coloniaux, une maison en bois. Bon, là tous les gens ils disent bouf, tu parles. Je me demandais où tu classerais quelque chose qui m'a moi beaucoup bouleversé, c'est la destruction du fort Canapé à Yingen. L'ancienne gendarmerie qui se trouvait en contrebas de la mairie d'Yingen, qui avait été construit justement parmi ces forts après 1878, qui en était un des derniers modèles aussi bien conservé que ça, a été détruit en une semaine. On a là détruit le bien, à l'évidence le lien n'est plus là, mais par contre on a gardé la gendarmerie, on a rénové la gendarmerie, qui elle a maintenu sa fonction dans cette affaire-là. Alors tu classes ça comment? Mais il faudrait demander en fait je connais pas l'histoire en fait de la destruction. Donc est-ce que la destruction était une destruction programmée? Est-ce que c'est de la malveillance? Est-ce que c'est programmée par la gendarmerie? Parce que tu m'avais caché ce détail, moi je ne le savais pas. Programmé par la gendarmerie. Alors après, il y a une notion que j'ai pas abordée dans mon exposé, c'est l'ignorance.
ça, non, mais j'ai pas dit que les gendarmes étaient ignorants. Pas d'amalgame, s'il vous plaît, attention. Faites attention parce que j'ai pas dit ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vais donner un exemple qui va exactement dans le même sens que ça. Un jour, j'ai été appelé pour faire une opération d'archéologie préventive là où on a construit depuis la cité universitaire. Donc là où les étudiants ont leur chambre, tout ça c'était un vaste espace libre. Et cet espace en fait avait été utilisé par l'administration pénitentiaire pour y faire des jardins. Il y avait des grands jardins qui nourrissaient le bagne et ses pensionnaires et son administration, qui s'étendaient en fait du théâtre de Lille jusqu'à l'hôpital du Marais, c'est-à-dire le CHS. Et ce projet des 500 logements, qui était à l'époque la future cité des sports pour les Jeux du Pacifique de 2011, qui est devenue ensuite la cité universitaire, on a eu plusieurs fouilles à faire et on a mis au jour un grand mur en pierre qui est en fait quasiment sous en fait la route actuelle qui monte à la MDE. Et il y avait un chef des travaux métropolitain qui était là, d'un bureau d'études, qui était responsable donc de la construction du grand ensemble. Et on est arrivé un matin avec le matériel de relevé, les cordes, etc., pour faire un relevé précis, pierre à pierre, de l'ensemble de ce mur, puisqu'il allait être détruit. Le chef de chantier me dit, mais vous allez dessiner pierre à pierre toutes les pierres du mur, là ? Mais attendez, il fait 120 mètres, là, le mur. Je dis, ben oui, mais bon, il date du bagne, etc. Il me dit, oui, mais ça date de quand, ça ? Je dis, ben ça date de 1880. Il me dit, poulala, et des murs comme ça, 19e, des murs de ferme comme ça, chez moi en France, on a plein, vous savez. On y passe dedans à la pelle, facile. Hein. Je dis, ben ouais, mais vous savez, moi, monsieur de patrimoine, moi, j'ai que ça. Alors, pour moi, c'est important. Bien sûr que vous, qui arrivez de France, où vous avez votre grand-père a une ferme du XIIIe siècle, tout en pierre, qui date de la fin du Moyen-Âge. Bon, évidemment, voilà, pour vous, c'est un mur 19e, vous en avez peut-être rien à secouer, mais moi, c'est quelque part, c'est toute mon ancestralité dans mon pays, quoi, quelque part. C'est toute mon histoire dans ce pays. Donc, du coup, pour moi, elle est importante. Et bien là, c'est pareil. Si c'est des gendarmes qui ont détruit un fort du 19e, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est pour ça que je parle d'ignorance générale, quoi. Voilà, c'est finalement pas très important. Parce que des bâtiments 19e qui sont détruits en France aujourd'hui, il y en a un toutes les minutes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ce facteur-là, quoi. On détruit le bien parce qu'il n'y avait pas de lien et il n'y en aura jamais, quoi, aussi. On ne considère pas que c'est un bien non plus, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans ce que tu dis, Louis, c'est le lien qui semble exister entre le lien, pour le coup, avec le bien et la temporalité, la chronologie dans laquelle ça s'inscrit. Parce qu'il me semble que, en fait, le lien est d'autant plus problématique qu'on est dans une temporalité, dans une chronologie qui peut être conflictuelle. Et en fait, probablement une piste intéressante, c'est une vision partagée de l'histoire qui fait que le lien peut être aussi lui-même partagé, parce que la chronologie elle-même ne posera plus problème. Alors, je vais même aller même plus loin. On va parler de commune plutôt que partager, parce que moi, partage, c'est un mot, j'en peux plus non plus. On prend un gâteau, alors on terre de partage, comme si on allait se partager la terre. Ouais, mais bon, les gars, on met la terre des blancs, la terre des noirs, la terre des rouges, la terre des bleus. Enfin bon, c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Partage, c'est mettre en commun, ouais, peut-être, ouais, mais partager, oh là là. Ça me va bien aussi. Hein, c'est voilà, je pense que. Monsieur Eddy là-haut. Oui, l'intervenant est sourd. Pardon, excusez-moi. L'intérêt aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous avez développé, c'est que quelque part l'objet participe à un genre de façonnement réciproque. Et ça, je pense qu'on peut pas enlever ça. D'où le lien. C'était juste une précision. Oui, juste dire aussi, c'est que s'il y a des choses qui sont construites au niveau patrimonial avec des deniers publics, il faut anticiper à ce moment-là ce rapprochement. Si par exemple il y a un musée du bagne avec plusieurs millions qui sont mis dedans, c'est-à-dire que dans cette réflexion, même s'il existe quelque chose, si ça s'amplifie, il faut d'emblée le mettre dans quelque chose avec du lien entre les communautés. Voilà. C'est pour ça qu'on attend avec impatience la présentation de Monsieur Davec. Merci pour cette transition. Alors, juste avant la fin de la transition et la petite pause, moi j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est Louis qui répondra ou quelqu'un dans la salle. Je sais qu'il y a un héritage que la plupart des
composantes identitaires de Nouvelle-Calédonie souhaiteraient honorer, et qui sont les reliques d'Ataï. Et c'est une affaire qui m'a étonnée, je vais laisser perplexe, on va dire. Je sais qu'il y a des problématiques de réconciliation qui sont nécessaires, etc. Je ne sais pas si John Passa là-haut pourra m'apporter des éclairages là-dessus. Qu'est-ce qui fait que cet élément-là n'est pas encore devenu ou n'a pas pu se concrétiser en tant que patrimoine commun, justement? Répondez pas tous en même temps. La suite de ta question, c'était? Ben, je sais qu'il y a une volonté, ou du moins elle est exprimée comme telle. Après, elle est peut-être pas totalement partagée, mais je sais qu'il y a une certaine volonté transethnique, on va dire, ou transculturelle, d'honorer la mémoire du grand chef Ataï depuis que les reliques ont été restituées à la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, c'est un dossier qui bloque, c'est-à-dire qu'on a fait une grande médiatisation autour du retour d'Ataï, et depuis rien. Et je sais que c'est parce que, voilà, c'est peut-être le lieu, c'est peut-être la manière, je ne sais pas. Mais là, pour le coup, il y aurait une volonté de créer du lien et de partager ce lien. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Et je m'interroge sur les pourquoi du blocage. J'ai pas toutes les réponses. Peut-être Patrice. Sans reprendre ce qui a déjà été dit ce matin, il me semble que tant qu'il n'y aura pas de contrat social qui se construira dans ce pays, tant qu'on n'aura pas une vision un peu émancipatrice, etc., je vois pas du tout comment ces reliques pourraient d'une certaine manière être patrimonialisées, si je puis m'exprimer ainsi. Une chose est certaine, je vais vous donner une information, le descendant le plus direct d'Ataï, et la descendante la plus directe, c'était une de ses filles. Hein, ça fait. Le descendant le plus direct de Taille est aujourd'hui un Calédonien dont on dirait qu'il est extrêmement métissé. Il y a du japonais, il y a beaucoup de choses. C'est son descendant le plus direct. Il n'était pas là quand on a récupéré l'élément. Il avait été contacté dans un premier temps. Il en était d'ailleurs très très bouleversé. Et puis quand ensuite il y a eu le retour des reliques, ni lui, ni sa sœur, ni son frère, ni personne n'a été invité, et ça s'est fait de façon différente. Donc ça reste aujourd'hui extrêmement compliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie volonté, moi, de faire d'Ataï un lien quelconque, en l'état actuel des choses.